Bonjour à tous, encore une fois dans une nouvelle vidéo français avec Joseph. Aujourd'hui, on va aborder un autre module qui s'appelle typologie. Premier semestre. L'objectif est de familiariser les étudiants avec des notions de base, ainsi leur permettre de valider l'examen de typologie premier semestre. Et on va entrer en contact avec les axes suivants: les notions de base et comment lire un texte littéraire, où nous abordons le paratexte, l'énonciation littéraire, le genre romanesque, l'univers romanesque, les personnages de l'histoire et l'intrigue et la description. Quelques notions de base. La narration. Le fait de raconter une histoire fictive ou réelle. Le narrateur, celui qui prend en charge la narration. C'est un personnage ou une voix imaginaire. Il n'a rien à voir avec l'auteur. Le narrateur, c'est le destinataire du discours. C'est un personnage fictif qui n'a rien à voir avec le lecteur. Le récit. Il restitue en détail une histoire authentique ou fictive. Intrigue, c'est l'ensemble des événements ou des actions qui s'enchaînent dans un récit. Comment lire un texte littéraire? Un texte littéraire diffère à tout point de vue d'un texte ordinaire, en cela qu'il fournit des signes implicites généralement difficiles à intercepter. Ainsi, afin de mieux lire, comprendre et interpréter un texte littéraire, tout étudiant doit impérativement se baser sur une grille de lecture qui lui permette l'accomplissement de cette tâche. Dans cet ordre de pensée, Gérard Genette, 1930-2018, a conçu des méthodes élaborées et pratiques pour faciliter cette mission délicate de lecture et d'analyse. Le but de ce cours est de jeter la lumière sur certains des principaux fondements de ce que Genette, en tant que théoricien de la littérature, nomme la narratologie, c'est-à-dire la science qui étudie les techniques de la narration. Le paratexte. Par paratexte, Gérard Genette désigne tous les éléments qui entourent un texte et qui fournissent les informations nécessaires pour le comprendre. Les titres. Dans cette première étape de lecture figurent d'abord les titres qui sont au nombre de 2. Le titre dit thématique apporte des informations sur le thème de l'œuvre. Et le titre dit rématique donne quant à lui des indications supplémentaires sur le texte, sa forme, son genre, etc. La ponctuation. Pour comprendre un texte, il est nécessaire de commenter sa ponctuation. On distingue 2 types de ponctuation, la syntaxique et l'énonciative. La syntaxique concerne les modalités de la phrase, exclamative, explicative, etc. L'énonciative examine les différents types de discours. La progression textuelle, l'organisation du texte demande à ce qu'il y ait 2 sortes de progression textuelle.
La progression linéaire qui évolue du début jusqu'à la fin, sans retour en arrière. Et il y a la progression par répétition, qui effectue des retours en arrière pour reprendre certains passages ou d'autres éléments précités dans le texte. Nous retenons à ce propos l'anaphore, qui est un procédé de reprise d'un mot déjà cité dans un texte sous une forme nominale ou pronominale. Par exemple, les enfants jouent, ils sont turbulents. Ils remplacent les enfants. Les connecteurs logiques servent à rendre le texte clair et cohérent. Il existe de ce fait deux types d'articulations. Les articulations logiques qui comprennent les liens de cause, de conséquence ou d'opposition. Et les articulations chronologiques qui indiquent la progression temporelle, par exemple d'abord, ensuite, enfin, etc. Les relations sémantiques, par exemple l'hyperonyme, mot générique qui inclut des mots spécifiques, et il y a l'hyponyme, mot spécifique faisant partie d'un mot générique. Par exemple, vêtements, hyperonyme, il y a pantalon, veste, chaussures, hyponyme. La synonymie, relation d'équivalence entre des mots qui ont le même sens mais qui s'écrivent différemment. Et l'antonymie, relation entre deux mots qui ont des sens opposés. Le champ lexical se dit d'un réseau de mots qui expriment la même idée. L'énonciation littéraire. L'énonciation littéraire n'est pas une énonciation ordinaire. Elle représente l'acte de production d'un énoncé à partir d'un cadre spatio-temporel virtuel. La différence entre récit et discours. Le discours se caractérise par l'emploi de la première personne du singulier, du recours au présent de l'énonciation et de l'usage des indices dictiques. Et le récit se définit par le choix de la troisième personne ainsi que par les temps organisateurs qui sont le passé composé et l'imparfait. Les fonctions du langage. Roman Jakobson met en place un certain nombre de fonctions destinées à rendre compte des intentions des interlocuteurs. Nous retenons la fonction expressive. La fonction expressive montre l'implication du locuteur dans son discours, notamment en ayant recours aux pronoms personnels et au possessif. La fonction conative sert à donner un ordre à l'allocuteur. Et la fonction référentielle renvoie à une référence extérieure au contexte. La fonction fatigue établit le contact entre les interlocuteurs à travers les interpellations et les apostrophes. La fonction poétique concerne le choix des mots. Représentation du discours. Le discours peut également être représenté à travers les trois éléments suivants. Scénographie désigne la concordance entre l'espace topographie et le temps chronographique dans le cadre d'une intrigue.
Polyphonie indique l'imbrication des voix fictives qui parlent en même temps. La question des identités jette la lumière sur la confusion poétique des identités fictives dans le cas du roman moderne et postmoderne. Exemple, le moi confus chez Nathalie Sarraute. Le genre romanesque. Depuis le début, le roman est considéré comme un genre mineur. Au Moyen-Âge, romance signifie langue vulgaire par opposition à la langue noble qui est le latin. Texte écrit et non lu. Le roman se distinguait donc de la chanson de geste qui est versifiée et chantée. Il faut attendre le 19e siècle pour que le roman devienne le genre privilégié que nous connaissons aujourd'hui. Les sous-genres romanesques. Ils représentent les tendances comprises au sein d'un genre plus grand. Il est possible de reconnaître un sous-genre grâce à 3 axes complémentaires. Le cadre de l'intrigue. Il constitue le premier élément permettant de reconnaître le sous-genre du roman, de savoir par exemple s'il s'agit d'un roman pastoral, historique ou picaresque, etc. La nature de l'action. Elle circonscrit les personnages dans un espace-temps délimité et donne un aperçu sur leurs conditions de vie sociale. On reconnaît par exemple facilement un roman policier par la nature de son action. La technique narrative. Pour écrire un roman selon un sous-genre bien défini, l'auteur tient compte de certains critères, comme la forme, le mouvement littéraire et l'énonciation littéraire, par exemple discours ou récit. Les voies narratives. Les voies narratives permettent d'indiquer le niveau d'implication du narrateur dans l'histoire. Gérard Genette recense entre autres 3 types de voix narratives. Le narrateur homodigétique qui raconte l'histoire dans laquelle il joue lui-même un rôle. Le narrateur hétérodigétique qui est anonyme et raconte l'histoire de l'extérieur. Le narrateur intradigétique qui raconte un récit enchâssé dans un autre récit. La focalisation. Elle représente le point de vue du narrateur vis-à-vis de l'histoire racontée. Gérard Genette évoque 3 focalisations. La focalisation 0. Le narrateur connaît les tenants et les aboutissants de l'histoire. Rien ne lui échappe. La focalisation interne. La focalisation interne, le narrateur suit un personnage et ce qu'il sait coïncide avec ce que c'est le personnage. La focalisation externe. Le narrateur ne connaît rien de particulier. C'est une focalisation neutre et objective. La caractérisation lexicale. Le choix des mots utilisés par l'auteur dépend de sa subjectivité. Le texte littéraire peut être alors envahi au pas d'émotions. L'axiologie signifie les jugements de valeur
émis par un narrateur. Et la non-axiologie, le texte est neutre et ne contient pas d'émotion. Les fonctions du narrateur. Parmi les tâches qu'il incombe au narrateur d'assumer, figure la fonction de narration, qui est la principale. Cette fonction peut être explicitée par l'introducteur, par exemple, je vais vous raconter. La fonction de régie. Le narrateur prend en charge l'organisation de l'histoire et veille à sa bonne progression. Exemple, les dates et les signatures dans les romans épistolaires. La fonction testimoniale renvoie au rapport affectif que le narrateur entretient avec les personnages et peut attester de la mémoire de ses héros ou ajouter des commentaires personnels pour les caractériser. Les étapes de la narration. L'intrigue dépend de la progression de la narration et connaît des modifications constantes du début jusqu'à la fin. Il faut donc garder en tête les deux principales étapes qui sont l'incipit et l'excipit. L'incipit romanesque signifie le commencement du roman. Cette première étape de l'histoire doit contenir d'emblée toutes les informations nécessaires sur les personnages, les lieux, le temps et le sujet. Il faut y trouver tous les indices spatio-temporels à même de conférer à l'intrigue un effet de réel. La clausule romanesque, étape dernière et cruciale. La clausule ou l'excipit désigne la fin du roman. Cette fermeture, généralement considérée comme un bilan, révèle l'évolution de l'histoire et du ou des personnages. Le temps du récit et le temps de l'histoire. Il existe une temporalité propre à l'histoire et une autre propre au récit. Pour distinguer entre deux temporalités, il faut se baser sur le moment et sur la vitesse. Le moment de la narration consiste à déterminer si le narrateur raconte l'histoire à l'instant même de son déroulement, ou bien avant ou après. Aussi faut-il distinguer entre ces trois moments de la narration. La narration simultanée, quand le narrateur raconte l'histoire à l'instant de son déroulement, et la narration ultérieure, raconte l'histoire après son déroulement, et la narration antérieure narre les événements avant qu'ils ne se produisent. La vitesse de la narration. Il s'agit d'examiner le rapport entre le temps de l'histoire qui s'étend sur plusieurs jours ou années et le temps de la narration qui s'étale sur des pages. Il existe dans ce cas la scène qui fait correspondre les deux vitesses, le dialogue est, à ce propos, l'exemple le plus probant. Il y a aussi la pause, se trouve généralement dans les commentaires et les descriptions où il ne se passe rien de particulier. Le sommaire représente le résumé d'une longue histoire en quelques mots. L'ellipse consiste en l'omission d'un ou plusieurs épisodes. Les personnages de l'histoire. Il est certes impossible d'évoquer un univers fictif sans parler des personnages fictifs qui sont présents grâce auxquels l'espace romanesque prend tout son sens. Quelques notions à retenir. Par exemple, adjuvant, le bras droit du héros. Anti-héros, personnage sans valeur. Héros, sorte de demi-dieu, il représente le symbole suprême de la force et de l'intelligence. Personnage, créature de fiction. Le schéma actentiel rend compte des énergies des héros et des opposants qui font avancer l'action. Le schéma narratif
Il représente les étapes de l'intrigue qui sont l'état initial, l'élément perturbateur, les péripéties et l'état final. Les fonctions du personnage. Le personnage de l'histoire peut être soit un élément de décor ou un agent de l'action. Un élément décoratif. Dans les romans du 19e siècle, les personnages dits décoratifs ou secondaires représentent des habitudes ou des aspirations communes. Par exemple, les invités tous rasés dans Madame Bovary. Un agent de l'action. L'intrigue repose systématiquement sur le personnage qui va mener l'action. Cette action qui prend ses sources dans une émotion forte, telle un désir ardent, ou au contraire une grande peur. Pour arriver à ses fins, le meneur de jeu doit faire face aux antagonistes qui l'empêcheront d'avancer. Enfin, il n'y aura pas d'intrigue sans la présence de l'objet convoité qui représente le but visé. Exemple, un trésor, un amant. La psychologie. Dans une fiction, le recours à la psychologie est nécessaire pour analyser la vie intérieure des personnages. Dans ce cas, le personnage est aux prises avec ses paradoxes et doit lutter pour asseoir ses principes dans une société non reconnaissante, voire impitoyable. Le héros problématique. Se dit du héros qui avance tout seul contre toutes les forces qui forment un obstacle à son épanouissement. En revanche, persévérant et audacieux. Il finit par triompher et par mettre fin à ses incertitudes. Son histoire peut alors s'achever sur une conviction idéaliste, sur une désillusion ou sur une réconciliation avec son entourage. Les chants modaux. Les chants modaux s'inscrivent, ou bien les chants modaux inscrivent les actions des personnages dans le vouloir, le pouvoir et le savoir. Le pouvoir définit la compétence ou l'incompétence du personnage. Le vouloir fait état du désir ou le refus du personnage. Le savoir désigne le niveau de connaissance que le personnage a dans son entourage. Mode de présentation. Le personnage du roman peut nous être présenté soit par lui-même, soit par un autre personnage. La connaissance de soi, usage de la première personne, homodigétique, la focalisation interne, ou bien zéro. La connaissance de soi n'est pas facile, car on ne pose pas le même regard sur soi que sur les autres. Le biographe passe à ce propos un pacte avec lui-même se promettant l'honnêteté absolue. La présentation du personnage par autrui, usage de la troisième personne, hétérodigétique, la focalisation externe. De même, il est impossible de connaître parfaitement l'autre. Ce n'est donc qu'à travers les gestes et la manière d'être du personnage en communauté qu'il est possible de le juger. Les avatars du personnage romanesque. Le rôle du personnage romanesque a connu une évolution certaine au cours de l'histoire. Au XIXe siècle, apparaît la notion de personnage type qui a tous les caractères d'une classe sociale. L'histoire tourne autour de lui et donne raison à ses actions. Par exemple, les personnages d'Honoré de Balzac, dont les personnages Eugénie Grandet, Vautrin, Eugène de Rastignac, qui jouent des rôles décisifs. À partir du XXe siècle, le personnage est représenté tel un numéro de matricule par la littérature moderne qui tourne en dérision les schémas traditionnels. Le nouveau théâtre, par exemple, remplace les patronymes par les initiaux. Par exemple, N majuscule est le personnage principal de la parodie d'Arthur Adamo. L'intrigue et la description. Il doit y avoir
Dans toute histoire, qu'elle soit simple ou complexe, des liens de causalité permettant d'établir une suite d'événements logiques du début jusqu'à la fin. Le schéma narratif. Un schéma narratif canonique est jalonné d'épisodes multiples qui peuvent donner lieu à d'importantes mises en scène à partir d'un motif qui se présente comme le prétexte du déclenchement de l'action. La description. Le but du texte descriptif est de rendre compte d'un lieu, d'un personnage ou d'un objet pour le ou les donner à voir au lecteur. La description se trouve plus souvent dans les romans et moins dans les théâtres. Type de description. La rhétorique recense diverses formes de description. Nous en retenons la topographie, ça veut dire description d'un lieu. La chronologie, description d'une époque. La prosopographie. La prosopographie est une description de l'aspect extérieur d'un être animé. L'étopée, description du caractère d'un être animé. Et enfin, le parallèle. Les fonctions de la description. Elle peut avoir pour rôle d'embellir ou d'ajouter des informations. Par exemple, la fonction ornementale embellit l'histoire et la fonction mathésique affiche les savoirs maîtrisés par l'auteur. Description et tableau. Il faut remonter jusqu'à Horace pour savoir à quel point cette expression est capitale. Ut pectora poesis. En effet, il existerait un lien étroit, sinon viscéral, entre le tableau de peinture et le texte écrit. La notion d'image, si chère aux auteurs, rentre ainsi en corrélation avec les descriptions littéraires et rend compte de leurs expressions iconiques. Et je vous laisse avec cet examen final. Je vous souhaite bonne validation et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.